Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on regarde comment les entreprises, et surtout les PME, peuvent identifier et puis intégrer l'intelligence artificielle. On va s'appuyer sur une présentation assez détaillée qui s'appelle «Comment identifier ses usages pour l'IA». Notre objectif, c'est vraiment de sortir l'essentiel de ce document pour comprendre le potentiel de l'IA, lever quelques doutes peut-être et surtout découvrir des applications très concrètes. Alors, on y va? Tout à fait. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer les données qu'on a, souvent déjà, dans l'entreprise, en performance. Et ça, grâce à des projets d'IA qui sont parfois étonnamment simples. Les chiffres, les exemples qu'on va voir, ils vont nous éclairer sur pourquoi l'IA est si pertinente aujourd'hui, même pour les boîtes de taille moyenne. Pourquoi maintenant? C'est un peu la question centrale. D'accord. Commençons par la base. La data, la donnée. On entend ça partout. Mais c'est quoi exactement? C'est simple en fait. C'est toutes les informations qu'une entreprise produit ou récupère. Ah oui. Il y a les données bien rangées, structurées, comme dans les logiciels CRM ou ERP, et puis il y a tout le reste, le non structuré. Les emails, les PDF, les images, même les vidéos. Et il ne faut pas oublier les données qui viennent de l'extérieur, j'imagine. Celles du marché, la concurrence. Exactement. Les données externes, l'open data aussi, parfois. C'est tout ça, la matière première. D'accord. Et l'IA, elle fait quoi avec tout ça? Alors, l'IA, en gros, ce sont des techniques qui permettent à une machine de faire des trucs qui demandent normalement de l'intelligence humaine. Comme comprendre, analyser. Exactement. Voilà. Comprendre, analyser, prédire ou même créer du contenu. On peut simplifier en disant qu'il y a trois grandes approches. Ok. L'IA classique, qui suit des règles qu'on lui donne. L'IA statistique, le fameux machine learning, qui apprend à partir de plein de données. C'est celle dont on parle le plus, non? Oui, souvent. Et puis, plus récemment, l'IA générative, celle qui crée du texte, des images, c'est elle qui a vraiment mis l'IA sur le devant de la scène dernièrement. Mais ce qui est clé, c'est cette capacité d'apprendre et de s'adapter. Pour que ce soit moins abstrait, on en a déjà plein autour de nous de l'IA. Ah mais carrément. Regardez les filtres anti-spam dans nos emails, Oui, c'est vrai. les correcteurs automatiques quand on tape un message, la traduction en ligne, les suggestions de vidéos sur YouTube ou de films sur Netflix. Waze aussi, qui adapte l'itinéraire. Exactement. Waze, Siri, Alexa, les montres connectées qui suivent notre sommeil ou nos pas, l'IA est déjà là, dans notre poche, sur notre poignet. Ok, c'est plus clair. Et donc, au travail, comment ça se traduit? Logiquement, ça arrive aussi dans les entreprises. L'IA, elle sert principalement trois grands buts. Le premier, c'est optimiser les processus. Faire mieux, plus vite, moins cher, ce qu'on fait déjà. D'accord, l'efficacité? C'est ça. Le deuxième axe, c'est l'expérience client et le commerce. Mieux comprendre les clients, mieux les servir, donc mieux vendre. Logique. Et le troisième point, c'est l'innovation. Créer des nouveaux produits, des nouveaux services, parfois même des nouveaux modèles économiques grâce à ce que l'IA permet. Et la source qu'on utilise donne des exemples par fonction dans l'entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est très concret. Alors, pour l'administration, la gestion, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, par exemple, classer automatiquement les emails entrants ou extraire les infos importantes d'un PDF, genre une facture ou un contrat. Ah oui, ça peut faire gagner un temps fou. Exactement. Générer un premier jet de compte-rendu de réunion ou même aider les RH à faire un pré-tri des CV reçus. Des tâches répétitives, en fait. Souvent oui, des tâches chronophages où l'IA libère du temps pour autre chose. Et côté production, logistique, Là aussi, plein de possibilités. On peut prévoir les besoins en stock pour éviter les ruptures ou le surstockage. la fameuse maintenance prédictive. Oui, anticiper une panne de machine avant qu'elle arrive en analysant ses données de fonctionnement. Ou encore, optimiser les tournées de livraison pour réduire les kilomètres et les délais. Là, les gains peuvent être vraiment significatifs, j'imagine, surtout dans l'industrie. Ah oui, c'est certain. C'est souvent un bon point de départ pour les PME industrielles, ces applications-là. L'impact sur l'efficacité opérationnelle et les coûts cachés est direct. Et pour la direction, le pilotage de l'entreprise? L'IA permet de construire des tableaux de bord beaucoup plus intelligents, plus dynamiques, qui croisent plus de données en temps réel. Donc une meilleure vision. Une bien meilleure vision, oui. Et puis, il y a tout ce qui est analyse prédictive. Anticiper les ventes, la trésorerie, détecter des tendances de marché. Le marketing et la com doivent être de gros utilisateurs aussi, non? Évidemment, c'est un domaine où ça bouge énormément. L'aide à la rédaction de posts pour les réseaux sociaux, d'emails. Analyser ce qu'ils disent les clients en ligne. Oui, l'analyse de sentiments sur les avis clients. Générer des images, des petites vidéos pour la pub. Et surtout, la personnalisation des campagnes à grande échelle. La personnalisation, ça revient souvent. C'est crucial aujourd'hui.
On passe d'un message pour tous à une approche quasi individuelle, beaucoup plus pertinente. C'est ça que l'IA permet de faire à une échelle industrielle. Et enfin, commerce et relations clients. On voit beaucoup de chatbots maintenant pour répondre aux questions simples 24/7 ou préqualifier un contact. Pratique. Oui. Ou des outils qui analysent automatiquement un devis ou un appel d'offres pour en sortir les points clés. Ça aide aussi à la prospection en générant des emails de premiers contacts personnalisés et bien sûr, analyser les chiffres de vente pour trouver des pistes d'amélioration. Bon, le potentiel a l'air énorme, mais il doit y avoir des freins, des peurs. Ah oui, bien sûr. C'est normal. La source en parle bien. Il y a la peur du changement, c'est classique. La résistance culturelle, parfois. Le manque de compétences aussi, j'imagine, hein. C'est un gros point. Le sentiment de manquer de compétences ou de budget. Des doutes sur les données. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce que c'est fiable? Et la confiance dans l'IA elle-même. La confidentialité. Exactement. Des questions sur la fiabilité, la confidentialité, l'éthique. Mais le message important qui est répété, c'est que l'IA, elle n'est pas là pour remplacer les gens. Mais pour les aider. Voilà. Pour augmenter leur capacité. La source dit le décupler. Pensez mieux, plus vite. Le vrai enjeu, il est moins technique qu'humain et organisationnel. Il faut démystifier, former, impliquer les gens, accompagner, encadrer. Et les chiffres d'adoption, ils disent quoi? Parce que j'ai lu un chiffre un peu bas. Ouais, alors attention, les chiffres datent un peu, c'était avant la grosse vague de l'IA générative. Mais effectivement, à ce moment-là, seulement 9% des PME et TPE disaient avoir investi dans l'IA sur les 3 années précédentes. C'est peu. Très peu, oui. C'est peu, mais il faut le lire avec un autre chiffre. 70% de celles qui avaient sauté le pas constataient une amélioration de leur efficacité ou productivité. Ah, donc quand on s'y met, ça marche. Ça suggère que oui, l'impact peut être réel et assez rapide. C'est plutôt encourageant pour celles qui hésitent. Et côté business, on voit un potentiel aussi? Oui, la source mentionne une augmentation possible de 50% des leads, des contacts commerciaux, grâce à l'IA dans les ventes. Et aussi que 62% des consommateurs sont plutôt ouverts à ce que les entreprises utilisent l'IA pour améliorer leurs services. Il y a une attente. D'accord. Et plus récemment, avec l'IA générative, ça s'est emballé. 95% des dirigeants la voient comme un sujet clé. Début 2024, les 3/4 des boîtes disaient avoir lancé des tests. Mais, et c'est le gros paradoxe actuel, Oui. seulement un quart, 25%, arrivent à mesurer un retour sur investissement clair. Donc, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'expérimentation, mais passer à une création de valeur mesurable, c'est encore le défi pour beaucoup. C'est fou, cette démocratisation rapide quand même. On parle de 50% des salariés qui utiliseraient l'IA au travail maintenant? Oui, certaines études vont jusque-là. C'était quoi 1% il y a quelques années à peine. La citation de Ian Ferguson de l'INRIA est parlante. C'est le moment smartphone de l'IA. Le moment où ça devient incontournable. Exactement. Et regardez les étudiants. 99% disent utiliser les IA génératives régulièrement. Et pour 2/3 d'entre eux, c'est même un critère pour choisir leur futur employeur. La pression monte. Elle monte, oui. Mais pour les PME, les ETI, les freins spécifiques restent importants. Le manque de compétences, ça revient toujours. 88% le citent. C'est énorme. Et l'argent? Le besoin de financement arrive ensuite, pour 57%. Même si on verra que certains projets sont pas si chers. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la difficulté à identifier les bons cas d'usage. Ceux qui vont vraiment servir à quelque chose. 51% des PME pointent ça du doigt. D'où la faible note de maturité dont vous parliez. 3 sur 10. Voilà. Ça montre bien qu'il y a un vrai besoin de méthode, d'accompagnement pour juste savoir par où commencer. Alors justement, quand elles commencent, elles vont où en priorité ces PME? Eh bien, les chiffres montrent que c'est très centré sur l'interne, sur l'efficacité. C'est-à-dire? Dans la catégorie optimisation, automatisation, ce qui arrive en tête, c'est automatiser les tâches opérationnelles répétitives. Presque la moitié des entreprises, 48%, visent ça. Ok, logique. Ensuite, améliorer la recherche d'infos en interne, 32%. Et automatiser des tâches admin ou juridiques, 26%. C'est très... Pragmatique. On règle les problèmes du quotidien d'abord, C'est ça. plutôt que de viser la grande révolution tout de suite. Pour le développement commercial, la priorité, c'est d'améliorer la qualité des services qu'on a déjà, 35%. La personnalisation des offres, 18%, ou du parcours client, 17% vient après. Et créer un tout nouveau produit basé sur l'IA, c'est rare. Beaucoup plus rare, oui. La transformation de l'offre, c'est cité par 20% ou moins. On commence par l'existant. Et ça se voit dans le type de projet qu'elle mène. Tout à fait. La source se distingue 3 niveaux. Le niveau 1, c'est 60% des projets.
Ce sont les quick wins. Les gains rapides. Exactement. On automatise un truc qui existe déjà, souvent avec des outils IA assez standards, pas trop compliqués côté données, un retour sur investissement rapide visé et un budget, disons entre 10 000 et 50 000 euros. C'est vraiment la porte d'entrée. D'accord. Et après? Après, il y a le niveau 2, les projets critiques. Ça représente 30% des cas. Là, on touche plus à la façon dont on produit ou à l'offre elle-même. C'est plus stratégique. Oui, l'IA est plus pointue, les données plus sensibles, ça demande plus de préparation, et les budgets sont plutôt entre 50 000 et 100 000 euros. Et le dernier niveau? Le niveau 3, les projets disruptifs. Seulement 10%. Là, on veut vraiment changer les choses en profondeur. Souvent avec de l'IA sur mesure, des données très stratégiques. C'est un gros effort, et ça coûte plus de 100 000 euros. Bon, la majorité des PME, il va doucement, étape par étape. Clairement, c'est la stratégie des petits pas. On commence par des gains faciles et peu risqués, on apprend, et ensuite, éventuellement, on vise plus haut. C'est malin. Bon, pour rendre tout ça encore plus concret, la source donne plein d'exemples vécus, c'est ça? Allons-y, regardons quelques cas. On commence par l'automatisation, le niveau 1. Oui, parfait. Alors, premier cas, une boîte dans l'immobilier social. Ils avaient des centaines de milliers de documents à renommer après une migration informatique, un travail de fourmi. L'enfer manuel. Exactement. La solution, un petit algorithme, une interface simple et hop, renommage automatique selon les nouvelles règles. Ça a pris quelques secondes au lieu de semaines. Voilà le quick win parfait. Problème précis, solution ciblée, gain de temps énorme. Pas besoin d'une IA de folie, juste une automatisation bien pensée. Autre exemple, dans l'industrie cette fois. Automatiser la saisie des commandes clients qui arrivent par email ou PDF dans le système de gestion ERP. Ah oui, classique ça aussi. Un truc manuel qui prenait des heures. Ils ont mis une IA qui lit les documents, extrait les infos produits, quantité, prix, et les met direct dans les RP. Et elle apprend toute seule en plus. Le temps de traitement, quelques minutes. Et le gain, il n'est pas que sur le temps admin, j'imagine. Non, justement, les équipes commerciales libérées de ça ont pu faire plus de suivi client, de la prospection. C'est ça l'idée de décupler l'humain dont on parlait. On remplace pas, on réalloue le temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Encore un exemple. Une entreprise de nettoyage industriel. Ils devaient analyser à la main des milliers de bons d'intervention avec photos pour facturer et gérer les litiges. Ça doit être fastidieux. Carrément, ils ont développé un algo qui analyse le texte et les images pour sortir les infos clés automatiquement. Bilan, plus rapide, moins d'erreurs, moins de pertes financières. Et un dernier dans l'industrie. Un outil pour vérifier et corriger les pointages des salariés. Avant l'envoi à la paye, l'outil regarde si tout est conforme aux règles de l'entreprise. Et ça aide qui? Le manager d'atelier. Il gagne 1 à 2 heures par jour et la paye est plus juste. On voit bien avec ces exemples que l'automatisation peut s'appliquer à plein de processus différents, souvent ce qu'on trouve pénible, mais qu'il faut bien faire. La clé, c'est de repérer ces points de friction. Passons à l'aide à la décision, au pilotage. Exemple d'un cabinet comptable. Oui, Ils ont créé un tableau de bord sur mesure, avec Python apparemment, pour suivre le temps passé par chaque collaborateur sur chaque dossier client. et ça a servi à quoi concrètement? Meilleure vision de la rentabilité des missions, décision plus facile pour affecter les équipes. Et ils ont même trouvé des prestations qui avaient été faites mais jamais facturées. Ah oui, là, on voit bien l'impact direct sur le business. On n'est plus juste dans l'automatisation, on utilise les données pour mieux piloter. C'est un cran au-dessus en termes de maturité. Autre cas, une agence marketing, y passait 12 jours par mois. 12 jours Oui, à faire des rapports complexes à la main pour leurs clients, ils ont développé un petit outil web qui génère ces rapports en quelques minutes. et le temps gagné, ils en font quoi? Ils le passent à conseiller leurs clients, à faire de la stratégie avec eux. Beaucoup plus intéressant. Forcément. Un dernier exemple dans cette catégorie, une boîte de livraison du dernier kilomètre. Ils ont utilisé leurs données passées, météo, trafic, heure de départ, etc., pour créer un modèle qui prédit si une livraison risque d'être en retard et de combien de temps, Malin. pour prévenir le client. Oui, exactement. Pour informer le client avant qu'il ne s'impatiente. Ça améliore beaucoup la satisfaction. Et ça leur permet aussi de comprendre pourquoi il y a des retards pour essayer de les réduire. Intéressant ce cas, parce qu'il sert à la fois à l'efficacité interne, comprendre les causes, et l'expérience client informée. L'IA peut avoir plusieurs bénéfices. On passe à l'optimisation de la relation client. Allons-y. Un site d'e-commerce. Ils ont mis en place une segmentation client plus fine, basée sur la méthode RFMC. RFMC. Récence, fréquence, montant. Et le C? Catégorie de produits préférés, apparemment.
Ça leur a permis d'identifier 8 types de clients différents. Et donc, d'adapter la communication. C'est ça. Email personnalisé, offre ciblée. Résultat, ils ont vu le chiffre d'affaires par client augmenter et moins de clients les quitter. Classique mais efficace. L'IA permet de faire ça de manière beaucoup plus fine et dynamique. Autre exemple, un éditeur de logiciels pour les magasins. Ils ont créé un algorithme qui reconnaît les images de produits. Pourquoi faire? Pourrait vérifier si les produits d'une marque sont bien présents et avec la bonne photo sur les sites des magasins qui la revendent. Ça améliore le suivi pour la marque et l'expérience pour le client final. Ah oui, c'est très spécifique comme usage, mais on voit bien l'intérêt pour leur secteur. L'entreprise de livraison dont on parlait tout à l'heure, elle a aussi utilisé l'IA pour analyser les avis clients. Le traitement du langage naturel, le NLP, Oui, l'IA lit les commentaires, détecte si c'est positif ou négatif et comprend de quoi ça parle. Le livreur, le délai, le colis. Ça leur permet de traiter beaucoup plus vite tous ces retours et d'améliorer le service en continu. c'est une mine d'or les avis clients si on arrive à les exploiter. L'IA aide beaucoup pour ça. Et un dernier exemple qui touche plus à l'interne, aux salariés, une autre entreprise d'immobilier social, assez grande, plus de 800 personnes. Oui, Ils ont mis en place un chatbot RH. Il est branché sur leur base de connaissances interne, les règles sur les congés, les notes de frais, etc. Et il répond aux questions fréquentes des employés. ça soulage l'équipe RH, j'imagine. Énormément. Et les salariés ont une réponse tout de suite sans attendre. La diversité de tous ces cas est vraiment frappante. Ça va de l'optimisation très technique à l'amélioration des relations, que ce soit avec les clients ou en interne. Mais ce qui revient tout le temps, c'est qu'on part d'un besoin concret, d'un problème vécu par les équipes sur le terrain. L'IA, elle est pertinente quand elle résout quelque chose de réel. Bon, d'accord. Tous ces exemples montrent que ça marche. Mais la question qui tue, c'est comment une PME, qui n'a pas forcément d'expérience sous la main, fait pour trouver ses bonnes idées à elle, celles qui vont marcher dans son contexte. La source propose une méthode, c'est ça? Oui, une approche assez structurée, basée sur le fait de se poser les bonnes questions. Alors, quelles sont ces questions? D'abord, il faut être clair sur l'objectif principal qu'on vise. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Augmenter le chiffre d'affaires, réduire les coûts, améliorer l'expérience client, mieux piloter en interne, explorer des innovations, créer carrément de nouveaux services. Faut choisir une priorité, en gros. C'est mieux d'avoir un cap clair, oui. Et une fois qu'on a cet objectif principal, il faut le décliner, le rendre plus concret. Par exemple, Prenons augmenter le CA. Ok, mais comment? Est-ce qu'on veut attirer plus de nouveaux clients ou est-ce qu'on veut vendre plus à ceux qu'on a déjà? et selon la réponse, les pistes IA sont différentes. Exactement. Si c'est vendre plus aux clients actuels, on peut penser à de la recommandation de produits, à prédire ceux qui risquent de partir pour les retenir, à mettre des alertes intelligentes dans le CRM. Si c'est acquérir de nouveaux clients, on va plutôt regarder du côté de la segmentation marketing plus poussée, de l'optimisation du site web pour le référencement ou du scoring des prospects pour prioriser les commerciaux. Je vois, c'est plus ciblé. Et une étape clé que la source souligne, c'est d'aller demander aux équipes métiers, lancer un appel à idées, même avec un simple questionnaire en ligne. Faire remonter les idées du terrain. Absolument. Ce sont eux qui savent où ça coince, où on perd du temps, quelles sont les tâches répétitives et sans valeur ajoutée, quelle info manque. Leur avis est crucial pour trouver des cas d'usage qui ont du sens et qui sont réalistes. C'est vraiment une démarche de co-construction qui est recommandée. Mais si on manque de compétences en interne, comment on sait si ces idées sont faisables techniquement? Très bonne question. C'est souvent là qu'un accompagnement externe peut être utile, ou une petite formation pour les équipes clés. Il faut confronter l'idée du terrain avec la réalité technique et surtout la réalité des données disponibles. C'est un dialogue essentiel. D'accord. Et une fois qu'on a une idée qui semble tenir la route, L'étape suivante, c'est de la formaliser un peu. La source propose une sorte de fiche projet toute simple. qui contient quoi? L'idée, bien sûr, quels services de l'entreprise sont concernés, de quelles données on a besoin et est-ce qu'on les a, sont-elles propres, quels gains on espère, qualitatifs mais si possible aussi quantitatifs, une estimation du retour sur investissement, quels sont les défis techniques, Et quels sont les risques? ça permet de poser les choses clairement avant de se lancer. Exactement. Et ça s'inscrit dans quelques règles d'or, les bonnes pratiques que la source rappelle. C'est du bon sens, mais c'est bien de leur dire. Alors, quelles sont ces bonnes pratiques? Premièrement, toujours partir d'un vrai besoin métier. Pas de l'IA pour faire joli. Deuxièmement, vérifier sérieusement si on a les bonnes données et si elles sont de qualité suffisante. C'est souvent le point critique. Pas de bonnes données, pas de bonne IA. Logique. Troisièmement, impliquer les futurs utilisateurs dès le début. Sinon, l'outil risque de ne pas être utilisé. Quatrièmement, se méfier des promesses trop belles.
des boîtes noires magiques. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, demander des preuves, faire un test, un POC. Ne pas acheter les yeux fermés. Voilà. Cinquièmement, définir comment on va mesurer si ça marche vraiment, quels indicateurs on va suivre. Et enfin, sixièmement, y aller petit à petit. Commencer petit, tester, apprendre, ajuster, et seulement après si ça marche, on déploie plus largement. C'est cette approche itérative, pragmatique, qui est la plus sûre pour une PME. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. On a vu ce qu'était la data et l'IA, qu'elles sont déjà un peu partout et qu'il y a plein d'applications possibles dans l'entreprise. On a vu que les PME sont encore un peu timides pour s'y mettre, mais que celles qui le font voient souvent des bénéfices clairs. Oui, On a parcouru plein d'exemples très concrets, surtout pour gagner en efficacité ou améliorer la relation client. Et on a vu qu'il y a une méthode pour essayer d'identifier les bonnes opportunités pour sa propre entreprise. c'est ça. Le message clé, je pense, c'est que l'IA, ce n'est plus un truc de science-fiction réservé aux géants américains. Ça devient un outil concret, accessible, qui peut vraiment apporter de la valeur, même pour une PME. Mais, Il y a un mais. oui, à condition d'y aller avec méthode. Partir des vrais problèmes, écouter les équipes, être réaliste sur les données et la techno, et avancer pas à pas en mesurant ce que ça apporte. Si on fait ça, alors oui, c'est un vrai levier de compétitivité qui est à portée de main. Parler d'optimiser, d'automatiser, de gagner en efficacité grâce à l'IA, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on s'assure que ces gains de productivité, ils ne servent pas juste à faire plus de profit, mais qu'ils améliorent aussi vraiment le travail des gens au quotidien, de manière humaine. Comment ce temps libéré par l'IA peut enrichir le travail, le bien-être des équipes. Voilà une piste de réflexion pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.